séance justement c'est focus pour décrypter les différentes affiches de ces huitièmes de finale avec l'affiche qui a été tout simplement pointée entre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Élimination de Léopard, un but à 0, un but tardif après donc la séance de prolongation à la 119e minute. On va commencer d'abord par décrypter ce but de Boulbinan qui venait de faire son entrée justement à la 112e minute. Il y avait déjà de la fraîcheur puisqu'on s'est demandé, regardez comment il dépasse facilement à Bissaka et puis il y a une frappe surpuissante qui ne laisse aucune chance à Lionel Passy, imparable jusqu'ici, et donc ce but qui est donc noté fraîcheur physique du côté de l'Algérie. Ouais, c'est tout simplement ça, parce que Van Bissaka, on ne sait pas le reprocher beaucoup de choses, parce que ce qu'il faudrait d'abord savoir, c'est que Van Bissaka, dans son couloir gauche, ça a été, dans son couloir droit, pardon, c'est le couloir qui a été le plus sollicité. Et ça a été le plus sollicité parce qu'il y a un fameux Maza qui était là jusqu'à la prolongation. C'est l'un des joueurs le plus rapides de cette compétition. Quand il a le ballon, il sait déborder, il a sa vitesse avec ou sans ballon. Donc c'était un joueur à surveiller de près. Et les Algériens savaient que leur couloir le plus fort, c'était pas celui avec Riyad Mahrez, mais c'était avec le jeune Maza qui avait cette facilité à pouvoir déborder de par sa vitesse et de sa qualité technique. Et là, on est au temps additionnel et on voit à quel point un joueur frais peut faire facilement la différence sur un joueur qui a joué plus de 100 minutes. Et là, on voit Van Bissaka, il se perd en fait. Normalement, il ne laisse jamais autant d'écart face à un vis-à-vis. S'il a été capable d'arrêter des grands gaillards comme Sadio Mané et tous les joueurs de Première Ligue, c'est pas ce jeune Marocain qui, avant ce match, avait joué moins de 20 minutes avec sa sélection qui pouvait le mettre en difficulté comme ça. Ça, c'est tout simplement un déficit physique, comme vous l'avez dit, Jean-Claude. Et Van Bissaka l'a payé cash. Et cet espace-là, c'est un espace que tu laisses à un bon joueur. Et un bon joueur, quand tu lui laisses cet espace-là, avec un bon pied droit, il ne peut que mettre bijou. Et surtout ce qui est encore plus marrant, côté congolais, encore plus déroutant, c'est qu'on est pris au milieu de terrain. Alors que notre force, c'était justement d'attendre l'Algérie au milieu de terrain pendant toute la rencontre. Regardez, nos milliers, Kakuta, même Edo Kaembe, qui et sont entrés aussi en cours de jeu. Ils étaient complètement dépassés. Et donc, on se prend ce but qui élimine la République démocratique du Congo. Il y avait quand même des signes d'alarme avant cette réalisation des Boulbina. On va prendre l'action. Cette fois, ça sera manqué et on doit justement la vie à Lionel Mpassi qui nous a tout simplement maintenu. Encore dépassé au milieu de terrain, il y a cette balle qui est tout simplement repoussée par notre ami Lionel Mpassi. Au milieu de terrain, encore une fois de plus, c'est le couloir de Bissaka qui est exploité, qui n'a pas tellement bien été accompagné par Mboukou, qui venait également de faire son entrée. Donc je pense qu'en termes de remplacement, il y a beaucoup à dire. Il y a l'autre action, avant de prendre les affiches, il y a la troisième action. Encore un autre but, on est sauvé par Lionel Passy, toujours dans le couloir de notre ami Ibissaka. Les Algériens ont tellement travaillé, c'était leur point fort, même si ça s'avère être également notre point faible. Ouais, ça c'est peut-être le couloir sur lequel on pensait avoir acquis une certaine stabilité, mais Bissaka ne jouera jamais seul. Ça a marché avec Théo parce que Théo, c'est le genre de joueur qui te fait des replis défensifs. Il vient suppléer son latéral à juste titre. Et malheureusement, là, ceux qui sont rentrés n'ont pas été dans cette application-là. Si Riyad Mahrez a été mis en dehors de son match parce qu'il y avait cette belle complicité, Meshak Elia, Joris Kaembe, cette prise à deux qui empêchait justement Riyad Mahrez de pouvoir se sentir à l'aise et notamment d'entrer facilement sur son pied gauche parce qu'on sait qu'il a l'habitude d'aller sur son pied fort et ça c'est ce qui devait être aussi appliqué dans le couloir droit. Malheureusement la complémentarité n'a pas été ça et on voit à quel point c'est difficile de retenir aussi certains joueurs parce que là c'est le tir des Bounedja, avant ça c'était un autre, c'est-à-dire qu'ils ont varié, c'était pas que les ailiers qui avaient cette possibilité d'entrer par ce couloir gauche, donc on a même vu que Bounedja quittait la surface de réparation, allait de ce côté-là et puis Chancel aussi qui a quand même été sur ces deux actions, là il se fait effacer en 1 contre 1 face à Bounedja et l'action d'après c'est lui qui se loupe sur cette passe qui le traverse, donc il y a eu certaines petites erreurs et on sait que dans le football et surtout à ce niveau-là, dans peut-être le plus grand match de 8e de finale de la CAN, les détails, ça a normalement eu son effet. Alors on sait tous qu'une défaite se cache dans les détails. Alors Joël Bagnolet, vous allez relever ici quelques incohérences ou quelques jugements du staff technique dirigé par Sébastien Desabre, surtout en termes de remplacement. Oui, alors c'est ce qui a fait la différence, je pense, à mon avis, sur ce match entre la RDC et l'Algérie. Vous allez voir en première mi-temps, c'est un match totalement équilibré. C'est vrai que les Algériens ont le ballon, ils essaient de faire tourner, mais la RDC a eu également des possibilités de contre avec les différentes occasions, que ce soit Bakambu et les autres qui ont tenté. Mais maintenant, là où la RDC c'est peut-être, à mon avis, précipité, c'est dans les changements. On va le voir sur ce premier tableau. Sébastien Desabre, le sélectionneur congolais, opère
3 changements. Et là, on regarde par rapport à la minuterie. Le premier changement, c'est déjà la 62e. Ouais. À la 62e minute, il sort Meshak Elia, il fait rentrer Nathel Mboukou. Alors qu'on sait que Meshak Elia est un joueur important de par son expérience. C'est un joueur qui est capable de justement jouer au moins 70 minutes, voire 80 minutes, d'autant plus qu'il y avait peut-être déjà en tête cette possibilité d'aller justement à la séance à la prolongation, peut-être à la séance de tir au but. On peut comprendre l'entrée de Mboukou parce que lui, il a été bon sur les derniers matchs, mais malheureusement, Mboukou, c'est parmi les joueurs qui s'étrouent lors de ce match contre l'Algérie, donc son entrée n'a pas été bonne. 62e, 69e. Quelques minutes plus tard, il sort Ngalael Moukao qui va être remplacé par Gaël Kakuta, donc à la même minute, soit à la 70e. Ouais. Il fait également en rentrée Edo Kaembe qui remplace Noah Sadiki, donc il change son milieu de terrain. Alors qu'on sait que Gaël Kakuta, il a été bon face aux amis du Botswana. Parce que la RDC avait la possession de balle. Dans ce match-là, le travail que te fait Noah Sadiki, on le sait, on l'avait décrypté récemment, il est capable d'être partout sur le terrain, mais il est utile défensivement. Alors que Gaël Kakuta, depuis son entrée, il a été... il a trop nul. Vraiment... Il n'avait pas le ballon. Et absolument rien, et il s'est retrouvé... On avait l'impression d'avoir un joueur de moins. Et le joueur de moins, je vous assure, c'était Gaël Kakuta qui ne s'est jamais retrouvé dans la surface de réparation alors qu'on avait besoin de tout le monde pour aller justement défendre. Et l'ami Edo Kaembe, il a essayé de faire du Edo Kaembe, c'était insuffisant. Ça, c'est le premier tableau avec ces 3 changements qui arrivent déjà à la 70e. Et on va enchaîner avec 2 autres changements. Le premier à la 87e, donc c'est pratiquement la même minute. Ouais. 87e minute, et là je me mets à la place du coach, je me dis, on va probablement à la prolongation. Ouais. Je suis à la 87e minute. Il reste les temps additionnels. Je crois qu'il y en avait eu 2 ou 3 minutes de temps additionnel. J'ai encore 2 cartouches. Il avait déjà fait ses 3 premiers changements. J'ai encore 2 cartouches. Et là, il sort qui? Il sort Théo Bongoda pour faire entrer Michel-Ange Balukisha. Il sort Cédric Bakambu pour faire entrer Fiston Kalalama. En ce moment-là, je me dis, soit Sébastien Desabre estimait que son équipe était capable d'aller marquer le but de la victoire parce que c'est la 87e, il voulait jouer le tout pour le tout, en ignorant peut-être la longue traversée de la prolongation parce que c'est quand même 30 minutes, 2 fois 15 minutes, mais il a préféré faire ce choix-là en se disant, si je sors Théo, je mets Michel-Ange, je sors Bakambu, je fais entrer Fiston Kalamaïdé, c'est des jokers qui auraient pu lui permettre de marquer ses buts, mais on l'a vu dans le précédent débriefing que ce sont les entrants qui n'ont pas été dans le match. Et là, avant la fin du temps réglementaire, la RDC a déjà épuisé ses 5 changements. On va prendre le dernier tableau. Contrairement à la République démocratique du Congo, le sélectionneur russe de cette équipe algérienne, il fait ses 3 premiers changements lors du match réglementaire et il attend la prolongation pour faire Jean-Claude ses premiers changements. 113e minute. Je crois que c'est l'entrée de celui qui tue. C'est le buteur. C'est lui qui tue. Ouais. Il entre à la 113e minute. Donc ça fait en sorte qu'il aura moins de 5 minutes. 5 minutes à jouer. Après 5 minutes, il marque. Donc on fait rentrer un joueur tout frais à la 113e minute. 114e, on fait rentrer un autre. C'est-à-dire qu'aux prolongations, alors qu'on est à 10 minutes de la fin du match, ils ont 2 joueurs qui sont totalement frais. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du match. Et c'est là que Sébastien Desabre a failli, parce que quand tu regardes rien que par le changement, on a vu que l'équipe de l'Algérie savait qu'il fallait gérer la fin de match et anticiper la prolongation. Et quand vous voyez Bissaka être à la rue face à ce jeune Adil Bouldina, c'est que l'entraîneur a fait rentrer des joueurs frais, capables en ce moment-là de changer le match. C'est ce que je me suis dit. Ça veut dire que la RDC avait la solution dans son 11 de départ, un problème sur le banc. Par contre, l'Algérie avait un problème dans son 11 et la solution sur le banc. Puisque je pense que Desabre a trop réfléchi. Tactiquement, en première période, c'est vrai, on s'attendait à ce que l'Algérie puisse avoir les ballons. Nous, on allait contrer, c'est ce qu'on fait. Mais il y a eu trop de tactique. Regardez par exemple la prise à dé dont vous avez fait mention entre Elia Meshak ainsi que Joris Kaembe sur notre ami Red Mahrez. Ça a fait en sorte qu'on soit bon défensivement, mais offensivement, on a quand même contrarié notre ami Elia Meshak qui ne pouvait pas monter. Tactiquement également, on s'arrêtait au milieu de terrain. Chancel Bemba l'a dit justement dans son speech de fin de match. On voulait les attaquer à partir du milieu de terrain, mais à toute la première période, Cédric Bakambu était en train de presser. Je crois qu'il s'offre des occasions. On ne pressait pas trop, ce qui a fait que Moukao, qui a commencé le match, n'était pas aussi performant. Il y a eu trop de tactiques qui ont peut-être influé sur notre jeu. Et après, les bancs nous a complètement tués, puisque les entrants, Gaël Kakuta, même Fiston Maele, Balukisha, tous les entrants n'ont pas été à la hauteur. Ça fait que les entrants algériens ont apporté du peps et ça
tout Mais simplement finalement, faire voler. Jean-Claude, je me pose la question de savoir parce que quand le Sénégal, éliminatoire Coupe du Monde au Stade des Martyrs, on avait posé le problème du banc. Et quand on a joué les éliminatoires, c'est toujours ces éliminatoires-là de barrage avec le on a senti la solution. On a senti une solution, mais là, dans un match encore important, on a encore droit aujourd'hui de se poser des questions, à savoir si l'RDC a un banc solide parce que avec tous les attaquants qui sont venus, notamment Simon Banza qui a joué aucune minute et l'ami Essendé, il n'y a que Kalala Maele qui était capable de rentrer, mais un Kalala Maele qu'on a vu complètement perdu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'est des Sabou qui endosse. Il a endossé la responsabilité. Il dit la défaite, c'est toujours pour les entraîneurs et tout. Est-ce que les joueurs aussi, parce que ce n'est pas les plus gros matchs de Chancel Bemba. Quand on regarde ce qu'il a produit, ce n'est pas les plus gros matchs de Cédric Bakambu. Il se partage quand même la responsabilité. Ouais, c'est ça, parce que moi je me dis, aujourd'hui l'expérience qu'il y avait, et surtout ce mélange-là, vous avez des jeunes comme Mboukou, Noah Sadiki, même les jeunes Galel Moukaou, et derrière vous avez des Moutoussami, Chancel comme vous l'avez dit, et même pas s'il l'avait dit avant de venir à la CAN. Pour lui c'est une CAN où il a beaucoup d'expérience, il vient maintenant en tant qu'un cadre du vestiaire, mais malheureusement c'est une faillite collective, mais je crois que par rapport au niveau du match, l'RDC n'a pas été ridicule. C'est pour ça qu'en l'entame, je disais, cette défaite, elle est aussi difficile à avaler parce que l'RDC a quand même non seulement tenu tête, mais l'RDC avait les possibilités et les moyens d'aller gagner cette équipe algérienne. Alors, très rapidement, avant de prendre justement les affiches des hommes de cette Coupe d'Afrique des Nations, on va balayer un peu les huitièmes de finale. Ce tableau qui a été tout simplement clinquant avec la victoire du Maroc 1-0 sur la Tanzanie. Est-ce qu'on s'attendait à ce que la Tanzanie soit aussi forte que ça devant le Maroc, même s'il y a une élimination à la fin? Ouais, sincèrement, moi j'ai comme l'impression, Jean-Claude, que c'est le Maroc qui n'est pas si fort que ça. Moi j'ai l'impression parce que il a suffi qu'ils croisent le Mali, ça a fait match nul un but partout. Ils ont battu le Comore, ils ont battu la Zambie, alors qu'on sait que c'est des équipes qui ont un niveau très bas. Et le Mali qui a un niveau souhaitable dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le Mali qui n'a pas gagné le moindre match. Mali sort il sort de la phase de groupe avec 3 matchs nuls et là ils sont en quart avec un autre match nul. Donc le Mali a compliqué le Maroc, seulement là la Tanzanie n'avait pas forcément ce niveau-là. On ne va pas revenir sur ce penalty polémique qui a été oublié par l'arbitrage, mais je crois que voilà, il faudrait peut-être songer, Jean-Claude, à mon avis, à supprimer quand même cette troisième place. Ces meilleurs troisièmes, parce qu'ils ont été tous ridicules. Regardez les Zimbabwe, Tanzanie, tous ils ont été éliminés. Burkina Faso, ils ont tous été éliminés. Donc pour moi, c'est soit on crée un autre groupe qui va donner un certain équilibre, soit on supprime carrément les meilleurs troisièmes, parce que là, on a largement vu que les meilleurs troisièmes servaient complètement à rien. Alors pour ceux qui sont Marocains, il y a une punchline des Marocains qui estiment qu'ils ont eux aussi l'air Didier Deschamps, qui se moque du football, qui privilégie justement l'efficacité, qui est donc Walid Regragui, qui ne fait plus l'unanimité. Il y a eu la belle victoire du Sénégal sur le Soudan, 3-1. C'est un Sénégal renversant qui encaisse à la 6e minute, mais qui finit par dérouler. Ça, c'est vraiment la démarche d'un favori. Ouais, la démarche d'un champion. C'est-à-dire que le Sénégal ne tremble pas. Quand ils arrivent face aux Soudanais, certes, ils se font surprendre, mais tout de suite après, on sent l'emprise du Sénégal sur le match. Et on l'a vu que c'était un petit peu laborieux offensivement parce que des garçons comme Jackson, Ismaël Assar, ils sont pour moi en dessous de leur niveau. On attend un peu plus que ça. Sadio Mané, oui, ça reste Sadio Mané. Lui, il est quand même un petit peu au-dessus de la mêlée. On a vu que l'absence d'Iliman Ndiaye, c'est quand même notable dans l'effectif sénégalais. Donc, on a des Sénégalais qui ont entraîné un peu le pas, mais c'est une maîtrise exceptionnelle. Et ça part du milieu de terrain. Le doublé de Pape Gueye illustre à quel point ils ont un milieu de terrain exceptionnel en termes de talent. Vous avez Idrissa Gana Gueye qui régule tout dans ses milieux de terrain. Donc, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, beaucoup de maîtrise, sans Khalidou Koulibaly qui a quand même pu gagner. Il y a l'Égypte également qui a failli craquer face au Bénin, 3-1 sur la séance de prolongation. Et Mohamed Salah qui marque un but anecdotique. Il y avait déjà un 2-1 qui qualifiait carrément les Pharaons. Voilà, qu'est-ce qui était surprenant? C'est le Bénin qui essaie un peu de marquer à la gloire de l'Égypte, ou c'est l'Égypte aussi qui est comme le Maroc? Contrairement au Maroc, je pense que l'Égypte a un niveau un peu plus supérieur par rapport aux Marocains. Les Béninois ont été surprenants et ils ont essayé de pouvoir résister. Emmener déjà l'Égypte en prolongation, ce n'est pas rien, mais c'est aussi là que parfois ces équipes-là manquent un petit peu plus d'ambition. C'est pareil avec les Tanzaniens, c'est-à-dire que quand ils sont à 1-0 face à l'équipe marocaine, ils se réveillent en toute fin de match parce qu'ils se disent on peut marquer, alors qu'il y avait de l'espace pour justement les faire, alors qu'on connaît que les Tanzaniens avec les frappes de loin, on l'a vu dans la phase de groupe, ils sont capables de faire. Et pareil avec les Béninois, arrivés en prolongation, c'est une équipe qui s'est complètement déliquéfiée, ils n'ont pas su aller faire la différence et l'Égypte a profité justement de cette faiblesse. Le troisième but, c'est ça là, ça reste anecdotique, mais c'est le deuxième but qui a complètement mis fin au suspense. Alors il y a le Nigeria haut la main qui a surclassé les Mozambique, 4-0 avec surtout
moi, ce qui me plaît, c'est la pluralité offensive. J'ai l'impression que tout le monde peut marquer, tout le monde peut faire des pas décisifs, Osimhen, même si, surtout Lookman. Ouais, vous savez, j'oublie son nom, mais c'est lui qui avait mis le doublé lors du dernier match. Il n'est même pas titulaire dans cette équipe nigériane. Donc là, il n'a pas joué contre la Mozambique. C'est une très belle équipe. On sait que voilà, défensivement, on a pris le joueur de Fulham, Bassey, qui est exceptionnel. On l'associe à un grand gabarit. Ça forme un bon duo. Au milieu de terrain, c'est l'expérience. Franck Onyeka, Ndidi, on connaît que c'est des anciens joueurs de Première Ligue. Ils sont très doués devant. Et là, c'est... Ça me pique un peu, mais on doit quand même féliciter Eric Schell parce qu'il a trouvé une solution. Aujourd'hui, quand vous regardez la façon dont il joue, Lookman est en numéro 10 et il a ses deux flèches devant, Akor Adams ainsi que Victor Osimhen. Ça les permet d'avoir des latéraux aussi qui montent et ça donne en fait, ça asphyxie l'adversaire. Quand tu as Osimhen, tu as Akor Adams qui sont dans la surface et tu as Lookman qui a une liberté alors qu'on connaît sa qualité technique. Ça fait en sorte que le Nigeria soit ultra dominateur. Ils sont buteurs, il y a des passeurs, c'est une équipe très complète et il faudrait vraiment faire attention au Nigeria qui compte non seulement peut-être revenir en finale mais gagner le trophée. Alors on n'a pas oublié justement les Mali qui afficheraient la Tunisie alors que le Mali avait justement écopé d'un carton rouge. Ils prennent un but tardivement, ils égalisent sur penalty et puis ils vont remporter. Et puis il y avait les tenants du titre, la Côte d'Ivoire qui a donc complètement laminé les Burkina Faso aux 3-0. Ouais, avec votre ami Diallo. C'est un gamin qui fait sa première canne mais qui est tout simplement excellent. 3 buts déjà. Ouais, exceptionnel avec et puis des buts de grande qualité. Le but qu'il met qu'on a vu dans le résumé, il pique son ballon devant le gardien alors qu'il est complètement ceinturé par les Burkinabés, mais il arrive à le faire. C'est beaucoup de talent. La Côte d'Ivoire, on découvre un peu plus Diomandé, le joueur de Fiorentina. De l'autre côté, il y a un bon latéral. Ils n'ont pas un grand avant-centre. Tout à fait. Ils profitent des couloirs et c'est ce milieu de terrain qui devait être un peu rajeuni. On voit que l'absence de Seko Fofana a fait du bien au milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Ça leur a permis d'avoir beaucoup plus d'assises et ils ont dominé l'adversaire. Et puis pour le Mali, c'était le match le plus ennuyant. Excusez-moi de le dire. 60 minutes, aucun tir. C'était le match le plus nul à regarder dans ces huitièmes de finale. Mais les Maliens, je retiens la bravoure. La même bravoure qu'ils ont montrée face au Maroc, c'est la même qu'ils ont montrée face au Mali et face plutôt aux Tunisiens. Et ça leur a permis d'aller chercher cette qualification. Mais attention Tunisie, parce qu'un représentant du continent africain à la Coupe du Monde ne peut pas jouer comme la Tunisie a joué face au Mali. Et surtout qu'après cette élimination, ils ont complètement limogé tous les staff techniques. Tout le monde est parti. Ça sera une équipe de Tunisie nous qu'on va avoir en juin prochain. Ça sera donc pour la Coupe du Monde. Alors, affiche de quart de finale, rapidement, on va voir ces tableaux justement en illustration avec Égypte-Côte d'Ivoire, c'est ça? Ouais, Égypte-Côte d'Ivoire. Ça, c'est quand même les grands classiques. On s'en souvient avec des Samuel Eno, des Didier Drogba et des finales de CAN aussi, tout à fait, ça sera un grand match, je pense. Et on connaît la difficulté quand même que rencontrent les Égyptiens. Ils encaissent pratiquement à chaque match. Tout à fait. Face à l'Afrique du Sud, ça a été pratiquement ça le cas. Mais je pense que c'est une équipe quand même ivoirienne qui doit maintenant montrer un peu plus de maturité. Le plus grand match qu'ils ont joué jusque-là, ça reste le Cameroun et ça annule un but partout. Là, ils vont jouer l'Égypte, qui aussi fait partie des favoris naturels à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça sera un grand choc et je pense que les Égyptiens sont bien fournis, les Ivoiriens aussi, mais pour la récente expérience et la dynamique affichée, je pense que les Ivoiriens sont quand même un petit peu favoris. Sénégal-Mali, les Sénégalais sont toujours favoris. Ouais, je pense que Sénégal, vous mettez face à tout le monde, je crois qu'ils sont favoris. Ça se tape un peu avec le Nigeria, mais je crois que voilà, les Sénégalais sont favoris, mais il faudrait qu'ils se réveillent. Vous avez vu la façon dont ils se réveillent face au Soudan, j'ai l'impression que c'est parce que l'adversaire en face était soudanais. Si en face vous avez une grosse défense, ça peut poser problème, mais heureusement pour eux, le Mali, c'est peut-être le plus faible des 8 qui sont qualifiés. Donc il faudrait quand même... voilà, ils ont cette petite baraka là, mais ça reste un match qu'il faudrait disputer. Les Maliens ont montré à quel point ils sont très combatifs. Et le Mali a marqué dans tous les matchs qu'ils ont joué au moins un but, donc il faudrait faire attention à cette attaque-là. Alors, on attendait la RDC face au Nigeria peut-être pour un match de revanche, mais ça sera plus le Nigeria-Algérie. Ça aussi, c'est quand même un grand classique en termes de ce qu'ils ont proposé. C'est peut-être le plus gros des matchs parce que l'Égypte n'a pas ce niveau-là. Et on sait que de l'autre côté, le Sénégal va peut-être marcher sur les amis maliens. Mais ce Algérie-Nigeria, ça sera un match très disputé. Les Algériens ont vu, ils ont éliminé la RDC qui était quand même un grand de cette édition, surtout de la CAN. Ça sera un match très disputé. Mais attention, les Algériens ont joué 120 minutes.
tout à fait. 90 minutes. Et surtout, c'était un match dans les facile. jambes. Voilà, c'était vraiment un match où ils ont déroulé. Ils ont même pu reposer Victor Osimhen. Donc attention à l'état de forme des uns et des autres. Mais je pense que ça sera un match très disputé. Et c'est peut-être le plus grand match des quarts de finale. Alors, il y a les pays hôtes qui vont croiser les continents, les Cameroun. Ça sera une affiche qui va faire parler sur les réseaux sociaux. Ouais, ça c'est. Ouais. Après Algérie, RDC, je crois, c'est Cameroun et Maroc. Oui, ça sera une très belle affiche avec des Camerounais très surprenants, il faudrait le dire, avec beaucoup de jeunesse et beaucoup d'insouciance aussi. C'est ce que je remarque dans cette équipe camerounaise. Le Maroc a montré qu'il y a encore des failles. Heureusement, ils ont récupéré Achraf Hakimi. Et aujourd'hui, tout se passe dans le couloir droit. Il suffit seulement pour le coach camerounais de trouver la solution, même bien qu'elle n'est pas évidente, de pouvoir empêcher Diaz et Hakimi, alors qu'on sait que c'est des joueurs interplanétaires. Ça sera difficile pour eux, mais je crois que le Cameroun prouve encore une fois de plus que quand ils sont le moins attendus, c'est là qu'ils sont le plus bons. Allez, on va finir justement ces focus avec les 3 joueurs qui, pour moi, marquent déjà cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec la première image d'un joueur qui va apparaître. On va le découvrir. Donc voilà, il est là, c'est Ademola Lookman. C'est un ballon d'or africain. Oui. Il a déjà 3 buts et 4 passes décisives. Ce qui me plaît chez lui, vous l'avez dit, il est justement en position de numéro 10. C'est qu'il est capable de récupérer, de percuter, surtout de faire des passes décisives et d'être tout simplement lucide devant le but. Ouais, c'est un joueur, il a toutes ces qualités-là parce qu'il est en même temps capable de voler dans le couloir, il est en même temps capable d'être avançante et il a suffisamment de technique pour être numéro 10 et c'est ce que son entraîneur a compris. Il a été repositionné et il le fait très bien et d'autant plus que ce qui l'aide, c'est que devant, quand tu as 2 grands gabarits qui omnibulent l'attention à des défenseurs, ben facilement tu te retrouves avec un peu plus d'espace, mais on sait qu'en 1 contre 1, il est exceptionnel et ça, c'est les stats des meilleurs joueurs des tournois, des meilleurs joueurs de compétition. On va parler peut-être de Diaz tout à l'heure, mais 3 buts, 4 passes décisives, c'est le meilleur joueur de la CAN. Alors, 4 passes décisives, il a égalé les records justement des compétitions d'un certain Didier Drogba. En 2008, lui aussi, il avait fait 4 passes décisives lors d'une Coupe d'Afrique, alors que lui, il a encore quelques matchs. Ouais. Voilà. On va prendre Sadio Mané, lui, il marque peu, 1 but, mais 3 passes décisives. Là où il est encore plus intéressant, c'est lui qui permet au Sénégal de vivre face à la RDC. C'est lui qui a permis justement au Sénégal de vivre face au Soudan, puisqu'il délivre la passe décisive sur le premier but. C'est tout simplement les Lions de la Teranga les plus percutants de sa sélection. C'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on attend d'un tel joueur. C'est à son âge. Hein. Salah, il est presque préservé. Voilà, Salah est très bien entouré aussi. Lui, il l'est. Et lui, en fait, il sort un petit peu de ce cadre-là en disant que je suis le plus expérimenté, le plus grand joueur. Vous allez jouer pour moi. Il n'est pas dans ça. Il est bien inclus dans le collectif. Et voilà, c'est normalement un joueur pour qui on joue, il aurait eu plus de buts. Mais lui, il a plus de passes décisives que de buts. Donc ça prouve que c'est un joueur qui est dans l'état d'esprit collectif et ça fait en sorte que Sadio Mané puisse encore briller. C'est encore un autre ballon d'or africain. Donc ils répondent présent et c'est ce qu'on attend d'un Sadio Mané. Parce que franchement, les autres traînent un petit peu le pas. Mais Sadio Mané, je prends parmi les leaders des sélections, les leaders attendus dans cette CAN, Sadio Mané est largement présent. Alors, il y a la surprise du chef. Hein. C'est peut-être le joueur que moi je n'entendais peut-être pas le plus. Je sais qu'il a du talent extraordinaire. Brahim Diaz, il joue sa première CAN. Il a choisi tardivement également le Maroc. Et voilà, 4-8, c'est l'actuel meilleur buteur de la compétition. Ouais, c'est surprenant. D'autant plus que voilà, les meilleurs buteurs, on a l'habitude de voir les avançants. On nous a habitués à Boutreika, Drogba, etc. Mais lui, c'est un joueur qui, vous avez dit, il joue sa première CAN. Mais moi, j'ai aimé son entraîneur qui dit j'ai beaucoup voyagé à Madrid pour l'apprendre le football africain. Donc, ils ont fait beaucoup de séances vidéo. Et c'est un joueur qui, au-delà du fait qu'il a ce talent-là, cette capacité, on sait, il se faufile entre les lignes. Mais c'est un joueur, je le sens, qui porte la pression de cette sélection marocaine. À la tête d'Achraf Hakimi, mais lui, c'est le joueur de cette sélection marocaine. Il assume très bien du haut de son talent. C'est un joueur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, donc il a beaucoup d'expérience. C'est une première CAN. Ça devait normalement être un petit peu difficile pour lui, mais on voit qu'il est très bien entouré, bien accompagné. Et parfois, c'est ça le talent. On a parlé d'Amad Diallo tout à l'heure. C'est pareil pour Brahim Diaz. C'est le talent parfois qui te permet de passer au-dessus de tous les préjugés. Et là, il a 4 buts. Et je crois que s'il continue comme ça, c'est un joueur qui peut aussi toucher certains records. Et voilà, on va se retrouver justement pour suivre donc les tableaux des quarts de finale, des demi-finales. Canal Loup va revenir avec ses focus. Merci à vous, Joël Banner. Merci à vous, Jean-Claude. Alors, on a pris plus de temps que prévu. Hein, Marc, on s'en excuse pour tout. Il fallait quand même dérouler. Hein. De 8e finale qui vient à peine de s'achever. Je rappelle encore une fois, mesdames et messieurs, nous allons regarder ensemble ce tableau. Le programme déjà à partir de ce vendredi
Donc ce 9 janvier à 18 h, le Mali sera face au Sénégal. À 21 h, les Lions indomptables du Cameroun matcheront, ce sera les Lions d'Atlas du Maroc. Et puis le 10 janvier, l'Algérie sera face au Nigeria et la Côte d'Ivoire sera face à l'Égypte. Il faut quand même féliciter ici les Ivoiriens. Ils continuent de bien conserver leur titre. Jusque-là, ils sont Surtout, en vie. là c'est l'étape des éliminations directes où ils ont été intraitables chez eux. Donc, c'est une nation qu'on élimine difficilement. Nous souhaitons déjà un bon retour à tous nos compatriotes congolais. Ah, c'est-à-dire, il y a celui qui fait ça. Alors, le fameux Lumumba. Le fameux Lumumba, au moins, il a remplacé. C'était quoi les noms? C'est Assad, la mascotte de la CAN. Ah ouais, il l'a remplacé. J'aimerais que ce soit Lumumba, hein, mascotte. Non, vraiment, c'est l'image de cette 35e Oui, édition c'est la star. de la Coupe d'Afrique des Nations. Triste nouvelle, il va rentrer au pays. On va se cotiser, il va rester. Non, là, c'est la CAF doit faire quelque chose, s'il vous plaît. Là, maintenant, c'est la CAF. Oui. S'il doit rester jusqu'à la fin de la compétition. Et d'ailleurs, il avait même visité notre fameuse avenue Patrice Emery Lumumba, du côté. J'allais balancer une vidéo là, mais malheureusement, mon ami Basile n'a pas su le récupérer. Mais nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, avec vous, Jean-Claude et Baniwa, le lundi. Donc, ça sera à l'issue de l'étape de quart de finale. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.